Bonjour à tous, bienvenue à Barcelonnette, bienvenue à cette 8e édition de l'Alpe Aventure Moto Festival et bienvenue bien sûr aux rencontres du festival qui se déroulent aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je souhaiterais bien sûr souhaiter également bon appétit à tous nos amis qui nous entourent et je vous présente maintenant Gwen Thibault. Alors Gwen Thibault, je le connais depuis quelques années maintenant. Hein, déjà, ouais, ça commence à faire un petit peu. Ouais. C'est ça, parce que j'ai eu le plaisir de t'interviewer, de lire tes reportages, de les publier. Et c'est vrai que au fil des colonnes, on sent effectivement que la passion, elle est là. On sent que le voyage et toi, c'est une voie commune. Et donc, j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de pouvoir t'accueillir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Gwen, si tu veux bien, j'aimerais te céder la parole pour que tu nous présentes un petit peu ton portrait de voyageur. Donc, j'ai commencé la moto grâce à mes parents qui étaient motards. Ma mère faisait de la course de côte, mon père voyageait à moto en France. Donc, je suis tombé dans le bain assez rapidement. J'ai eu un piouni, j'avais 3 ans. Oui, donc tu n'as pas attendu trop longtemps quand même. Non, pas trop, non, c'est ce qu'on va dire. Et après, j'ai traîné à passer le permis. Je l'ai eu en 2019. 2020, je fais un presque Tour de France. Vous verrez, le mot presque, il est important dans tout ce que je fais. Parce qu'il y a d'autres voyages où il y a eu des presque aussi. Donc, je suis un Tour de France, je pars dans les Balkans en 2021. Je me dis, est-ce que je suis capable d'aller en Albanie tout seul, sans parler un mot d'étranger, à part l'anglais et l'allemand, qui est déjà une belle compétence. C'est pas mal, déjà. Ça ouvre pas mal de frontières. Oui, tout à fait. Et après, en 2022, j'ai fait un presque tour d'Europe. Je suis parti de France jusqu'au Cap Nord, redescendre par les pays baltes, les pays du bloc de l'Est, donc la Roumanie et la Bulgarie. Je suis revenu ici pour l'Alpe Aventure. Donc c'est là où tu m'as interviewé pour la première fois. Et après, je suis reparti jusqu'en Turquie et je suis revenu. 2023, changement de projet professionnel, je deviens photographe sur les circuits de vitesse. Et 2024, je deviens guide moto. Et le voyage, ça me manque quand même un peu. Et je décide de partir 2 mois jusqu'en Géorgie. Alors pourquoi la Géorgie? Parce que c'est loin et qu'il y a des belles montagnes. C'est des bonnes raisons, effectivement. Hein. On peut en trouver de pire. Ouais, en fait, pendant ce presque tour d'Europe, j'ai entendu souvent parler de la Géorgie. Et moi qui habite au pied du Mont Blanc, j'ai la chance de voir des montagnes tous les jours et de me dire, j'ai envie d'aller voir plus loin, de voir plus haut aussi, et de voir d'autres montagnes, d'autres paysages. Et il y avait une route au col d'Abano qui me donnait envie d'aller voir là-bas en fait. Alors, le col d'Abano, ça se situe où exactement? Le col d'Abano, c'est en Touchétie, c'est dans la partie est du pays, à la frontière russe. Et en fait, si on franchit cette vallée et ces montagnes, on passe en Tchétchénie, donc en Russie. D'accord, oui, donc tu n'as pas non plus choisi la destination la plus simple. Non, pas par rapport à la situation géopolitique, c'est quand même un petit peu risqué pour certains endroits. Il y a des endroits en Géorgie, en fait, il y a 2 provinces qui sont autonomes et qui sont indépendantistes et on n'a pas le droit d'aller. Même les Géorgiens doivent avoir de la famille là-bas et un laissez-passer. Donc, ils peuvent y aller qu'une fois par an. Donc, nous, en tant que touristes, c'était même pas la peine d'y penser. Donc, toi, tu t'es lancé tout seul? Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu avais comme moto pour partir? Donc, je pars à chaque fois avec ma 850 GSA 2020 et tout équipé, tente, qu'on voit ici d'ailleurs. Donc là, j'ai 2 sacoches sur les côtés, une sacoche au-dessus où je mets mon ordinateur et ma tente, et une sacoche réservoir où j'ai l'appareil photo. Alors, pourquoi le choix de cette moto en particulier? En fait, 2020, je l'achète, je suis encore jeune permis, donc il fallait que je trouve une moto en A2 avec une route 21 et une chaîne, et surtout un gros réservoir. Parce que je savais déjà que je voulais aller au Cap Nord, je ne savais pas quand, ça s'est fait un peu plus tôt que prévu. Et du coup, à ce moment-là, il y avait soit Yamaha et la T7, mais je ne pouvais pas l'essayer en concession, et elle n'était pas bridée en A2 non plus. Et chez BM, j'ai eu la chance de pouvoir l'essayer en fait. Et après, on a un peu piqué BM dans la famille aussi. Ouais, ça aide. Merci à papa qui est juste là avec nous. Et aujourd'hui, tu roules toujours avec celle-ci ou t'en as une autre? La moto roule toujours. Je suis venu avec ce matin, elle a 110 000 km. Sachant que l'hiver, je ne roule pas. Donc, elle a 5 ans, mais 2 ans et demi réellement d'utilisation. Et à côté, j'ai une 530 ICF, un gros enduro. D'accord, ok. Donc très orienté piste quand même. Oui, quand même. Voilà. Donc, prenons un petit peu la genèse du périple, si tu veux bien.
tu décides d'aller donc en Géorgie. Première étape à mettre en place. L'itinéraire peut-être? En fait, c'est pas l'itinéraire, ça va être mettre des points sur la carte. J'aime bien mettre des points partout sur une carte. J'ai une grande carte d'Europe et même du monde chez moi. Et j'ai des punaises. Elle est accrochée au mur, il y a des punaises partout. C'est des endroits que je veux voir, des endroits où j'ai été, où je suis déjà allé. Et je me dis, bah là c'est sympa, là c'est sympa. Alors, je m'inspire d'autres voyageurs aussi. Et du coup, souvent ça crée un premier tracé. Et à partir de là, je vais aller chercher les pistes où elles sont, pour pouvoir voyager de ville en ville et d'étape en étape au maximum par les pistes en fait. D'accord. Alors pour chercher ces pistes justement, quel outil tu vas mettre en place? Et ben, je passe mes nuits sur Google Earth et Google Street View et je cherche. Tu vas avancer mètre par mètre sur chaque piste pour voir à quoi ça ressemble? Non, pas forcément. J'essaierai juste de savoir si c'est de la piste, si c'est de la route, si c'est de la route avec des gros nids d'autruche au milieu, ou si c'est goudronné ou si c'est bétonné. Et des fois, il y a des surprises. Par exemple, en allant dans une vallée, le matin, je passe, ils étaient en train de bétonner la route, mais pas goudron. Non, c'est mettre ferraillé, bétonné, comme ils font du béton armé en fait. D'accord. Donc ça surprend un petit peu forcément quand on arrive. Ouais, ça surprend et surtout en fait, je suis repassé le lendemain au même endroit, ils avaient avancé d'1 kilomètre. C'est pratique. Donc tu définis ton itinéraire et ensuite, dans ta phase de préparation, qu'est-ce qui intervient? Je vais regarder au niveau de l'équipement, je sais déjà ce que j'ai, parce que je commence à avoir l'habitude de voyager. C'est quoi tes indispensables, si je peux me permettre? La première chose, ça va être une tente, un duvet, un tapis de sol, mon ordinateur, mon appareil photo et un réchaud, mais bon, on peut manger partout, chaud ou froid, donc c'est l'avantage. Cette fois-ci, là, pendant le voyage en Géorgie, je m'en suis servi une fois. D'accord. Et pour le tracé, tu utilises quelle plateforme de GPS? Quelle application? Pour le tracé, en fait, je vais tracer déjà sur l'ordinateur, avoir un fil rouge, un fil conducteur, je trace sur le Basecamp, le logiciel de chez Garmin. Et après, je transforme en GPX et je vais l'utiliser sur Osmond. D'accord. Alors, tu es prêt à partir, tu as ton équipement, la moto est préparée, on est dans les starting blocks. Les dernières vérifications, des choses importantes, des réflexes peut-être avant le départ? Je vais regarder que mes pneus soient quand même en bon état. Après, j'ai la chance de pouvoir partir avec des pneus d'avance sur la moto. Là, il y a des photos où on voit mon pneu avant. Je suis habitué à changer mes pneus tout seul au bord de la route. Donc je peux le sortir ma roue arrière, le mettre sur le parking, démonter le pneu à la main et le changer. Donc, ça va pas très loin quand même, mais quand on part en autonomie comme ça dans un pays assez éloigné, donc certaines notions de mécanique sont indispensables, j'imagine. Clairement, en fait, il faut savoir déjà prendre sa chaîne correctement, regarder les niveaux régulièrement et avoir un petit peu de notion, savoir qu'est-ce qui peut se dire, qu'est-ce qui peut être fait sur la moto. Et ce qui est important, c'est pas vous encombrer avec des outils dont vous ne savez pas vous servir. Il y a des gens qui sont capables là-bas de réparer une moto. Ils vivent à l'année là-bas. C'est pas le désert, c'est pas. Il y a des gens. Donc, et ils ont des compétences qu'on n'a plus ici, par exemple. Vous verrez tout à l'heure. Donc forcément, là, tu fais confiance à l'improvisation, aux rencontres sur place. C'est ça aussi un petit peu, je pense, le secret d'un voyage réussi, c'est pas tout programmer à l'avance, parce que de toute façon, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Pas savoir quand tu vas tomber en panne. Non, tout à fait. Et puis surtout, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, typiquement, on est resté bloqué 1 heure. Il y a la pelleteuse, c'est qu'il y a eu un éboulement. On passe la veille, il n'y a pas l'éboulement. Le lendemain, il y est. On attend 1 heure là que la pelleteuse déblaye en face d'une route. D'accord. Alors, tu pars de chez toi. Quel itinéraire tu as donc suivi? Les premiers pays traversés, quels sont-ils? Donc, en fait, sur ce voyage-là, moi, je suis parti de Croatie parce que je guidais sur un tour que j'organise dans les Balkans pendant 2 semaines. Donc, de la Croatie, donc, en gros, j'ai fait la France, j'ai traversé l'Italie, la Slovénie, on est arrivé en Croatie, on a fait une boucle Croatie, Bosnie, Monténégro, revenir en Croatie. De là, moi, je suis parti, j'ai fait Croatie, Bosnie, j'ai traversé la Serbie sur la journée par l'autoroute. C'est pas fun, mais des fois, on a des contraintes horaires qui font qu'on doit prendre l'autoroute et surtout gagner du temps pour pouvoir voir le pays en question. Et de là, Bulgarie, j'ai traversé la Turquie en 3 jours. J'ai retrouvé des amis qui, eux, revenaient de Géorgie. Donc, ça faisait 6 mois que je ne les avais pas vus. Et ça, c'est toujours sympa de retrouver les copains au bord de la route. Et c'est des occasions à ne pas manquer, effectivement. Oui, tout à fait.
Et de là, en fait, je suis rentré au poste frontière à côté de Batumi, donc sur le bord de la mer Noire. Et après, j'ai fait un mois dans le pays. Donc, au total, ça t'a fait partir combien de temps? 2 mois et demi. D'accord. Donc 2 mois et demi, forcément, la préparation est conséquente en amont. On ne peut pas, comme ça, partir du jour au lendemain aussi longtemps. C'est un mode de vie qui doit te permettre de pouvoir t'échapper de cette façon-là. Oui, tout à fait. En fait, en gros, mes habitudes, je sais que j'ai besoin je vais vous dire quelque chose de drôle, mais 4 caleçons pour partir, 4 caleçons, 4 paires de chaussettes, 3 t-shirts, et 2 shorts, un pantalon, et en avant. Et en fait, mes valises, en 1 heure, elles sont prêtes. Si j'ai déjà le tracé, je peux partir en 1 heure. Alors, moi, j'ai souvent l'occasion à travers les colonnes de Club Rider Magazine, de montrer à quel point ce qui va faire le sucre d'un voyage et tout son intérêt, c'est les rencontres, c'est l'humain, c'est le partage. C'est un avis personnel, mais je pense qu'il est souvent partagé. Pour toi, Gwen, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer, les rencontres aussi sont des articulations indispensables à ton voyage. Oui, clairement, parce qu'en fait, c'est des moments où je vais pouvoir déjà savoir un peu plus sur le pays, parce que j'essaye de ne pas trop me renseigner sur le pays en partant pour avoir le moins d'a priori possible, même si forcément on en a toujours un petit peu. Après, là j'ai fait des rencontres parce que j'ai des problèmes mécaniques sur la moto. D'accord. Donc effectivement, la mécanique à la base est la raison pour laquelle tu vas un peu sortir de ta zone de confort pour aller à la rencontre des populations rencontrées. Et souvent, la rencontre fait qu'on va au-delà de la première raison. Des amitiés peuvent naître de cet échange. Est-ce que tu as eu des moments forts partagés? Oui, par exemple, en fait, je suis tombé, j'ai mon radiateur qui a fui, parce que la moto, elle est tombée plusieurs fois quand même au cours de sa vie, et ce radiateur qui fuit, et je me retrouve à regarder le niveau du liquide de refroidissement le matin, je vois qu'il n'y en a plus, je descends au garage, à la station-service du village, personne parle anglais, ou très peu, un peu de russe, mais ça je ne maîtrise pas du tout, et du coup, la personne qui était mécano m'a dit on va regarder, on a essayé de mettre du produit pour colmater parce qu'on pensait que c'était une toute petite fuite et finalement c'était beaucoup plus gros. Donc là en fait c'est à la station-service et si vous voyez il y a les carénages, j'ai tout posé par terre pour essayer de trouver d'où ça venait déjà, parce que je me disais c'est pas normal qu'il n'y en ait plus et en fait on voit, mais juste ici, là j'ai une fuite, c'est vraiment tout fin, sauf que je suis monté à plus de 3000 mètres d'altitude avec la moto et les différences de pression, ça a fait que ça fuit un peu plus. Donc là, voilà, on a clairement la fuite, où c'est le mécano qui m'a envoyé ça, il m'a dit, t'inquiète pas, on va pouvoir réparer, on soude et tu peux rentrer chez toi. Le radiateur, c'est celui d'origine et je l'ai toujours sur la moto. Donc la réparation était plutôt sérieuse. Oui, tout à fait. Et hormis donc ce problème technique, est-ce que tu as eu des anecdotes un petit peu particulières, un petit peu croustillantes qui sont intervenues? Ouais, déjà en fait, avant d'arriver pour trouver la fuite, il a fallu que je trouve un garage. J'ai été chez KTM, ils m'ont dit on répare pas les BM. Bon, pas de problème, ça arrive. J'ai vu un peu strict quand même. Un peu strict, ouais. J'ai été voir un autre magasin, ils m'ont dit on répare pas, vous êtes étranger. Bon, dommage. Et là, je me suis dit, en discutant avec les copains un peu par message, ils me disent, mais il y a des guides, il y a des agences de location de motos, donc forcément, ces motos, elles vont tomber, elles vont être amenées à être réparées. Donc, trouve une agence, tu lui envoies un mail au guide, et tu verras ce que ça donne. Donc, j'ai pris mon téléphone, envoyé un message par WhatsApp au guide en lui expliquant mon problème, et il m'a envoyé un numéro de téléphone, et on me dit, donc, le garagiste me dit, passe demain à midi avec ta moto et on verra ce qu'on peut faire. Déjà, je traverse la moitié de la capitale de Tbilissi. Bon, c'est pas très grand comme une ville, mais c'est une capitale et les Géorgiens sont pas réputés pour conduire à l'européenne. Et j'arrive, c'est dans une impasse au fond d'une zone industrielle. Et la première chose que je vois, c'est 2 pieds qui dépassent d'un jet ski, en fait. Et le jet ski, il est sur une remorque et la remorque, elle est sur le pont élévateur. Original. Ouais, j'ai l'original. Et là, je me dis, mais où je suis tombé? C'est pas un réparateur de jet ski que j'ai besoin, c'est un mécano moto. Et je tourne la tête et il y avait un R1 en pièces. Donc, je me dis, c'est bon, je suis au bon endroit. Et le gars m'a dit, ouais, moi, je peux pas réparer, mais je connais quelqu'un qui répare. Donc,
Je démonte, je lui emmène et on réparera. D'accord. Et donc, c'est reparti, la moto roule toujours et je crois que le problème est arrivé, la moto avait 85 000 km et là, elle a 110. D'accord, donc la fiabilité était au rendez-vous pour la réparation. Oui, tout à fait. Ok. Et hormis donc ces problèmes techniques, j'imagine que bien sûr il y a eu des moments beaucoup plus simples, beaucoup plus appréciables. Est-ce que tu as eu des coups de cœur en particulier? Il y a une vallée, c'est la Touchetti, où en fait on passe par ce fameux col à Banno. Cette route-là, c'est une route qu'on appelle route de la mort, parce que c'est large comme un camion. Et il roule avec des petits minibus 4x4, les Kamaz syromotrices, les gros camions russes. Ça passe en moto, en 4x4, et tout le monde se croise dans un petit mouchoir de poche. Voilà. Et en fait, dans cette vallée, c'est reculé, les gens sont vraiment accueillants. Et il n'y a rien, et du coup, on est au milieu des montagnes, à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc là, forcément, ça facilite les rapports, les rencontres. Ouais. Et tu as gardé des souvenirs particulièrement précieux de certains? Il y a un moment, en fait, en montant à ce col-là, je roule, je suis dans le brouillard, et je vois pas à 20 mètres, et je vois un troupeau de moutons. Et à ce moment-là, en fait, le troupeau de moutons, j'ai pas peur des chiens, mais je me dis que s'il y a un chien berger, un chien de protection de troupeau, parce que là-bas il y a des ours, des lynx et des loups, j'ai pas forcément envie de me faire croquer le mollet. Donc je m'arrête et j'ai le berger qui vient, il m'attrape et il me donne sa canne en fait. Et du coup il a fallu que je joue au berger pour aider les moutons à descendre en fait dans la pâture en dessous. Donc en fait tu as trouvé un nouveau boulot, c'est bien ce que tu essaies de nous faire comprendre. Oui c'est ça, ouais, c'est un peu ça. Tu prends, tu viens et tu pousses les moutons. Ça, il avait l'air heureux quand je l'ai aidé quand même. Ah, c'est bien. Et donc, tu es resté longtemps, un petit moment? Une grosse vingtaine de minutes. Ouais. Ah, donc maintenant, tu es un peu le champion des moutons. Ouais, on peut dire ça, parce que là, en descendant de Chamonix jusqu'ici avec des clients, il a fallu berger. Il a fallu jouer au berger encore. Ouais. Là, on s'est arrêté, il y avait un mouton et les voitures étaient arrêtées. Je suis descendu et on a essayé de contenir le mouton. Il y a peut-être un signe, hein, ouais, il y a peut-être un signe, il y a peut-être un avenir même. Peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez dans le public éventuellement Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien. Parce qu'une fois encore, on voit que l'imprévu amène les meilleures choses qui puissent arriver, bien souvent, les meilleurs souvenirs. Et c'est celles qu'on va garder effectivement en mémoire. Alors, bien sûr, un voyage avec une accumulation d'événements comme ça. Et aujourd'hui, plusieurs semaines ou plusieurs mois après ton retour, si tu devais le refaire, qu'est-ce que tu changerais? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ouais. Donc, un voyage véritablement réussi. Ouais, en fait, au premier abord, je pense que quand j'étais vraiment en train de le vivre, je me suis dit, où je suis, est-ce que j'ai bien fait de partir et je rentre en France parce que j'en ai marre? Ou est-ce que je persévère et je me dis que de toute façon, à un moment, ça va tourner. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Alors, Gwen, avec l'expérience que j'ai en rapport aux lecteurs qui participent au magazine, moi, je vois souvent des gens qui me disent on est parti pendant un mois dans tel endroit, on est parti pendant 6 mois dans tel endroit. Et puis certains un jour me disent nous, on a décidé de faire le tour du monde. On a pris une année sabbatique, on a fait notre itinéraire, on a fait notre budget, on a fait notre partie technique, et puis on est parti. On avait dit on prend un an pile poil. Et puis, au bout d'un an, le tour du monde n'était pas encore accompli, la boucle n'était pas bouclée. Donc, on a dit, on va continuer un petit peu, on va mettre un 13e mois. Et puis, le 13e mois, la promesse était encore en cours, donc un 14e et ainsi de suite. Et puis, pour certains, alors c'est pas la majorité, bien évidemment, mais pour certains, l'année sabbatique, c'est devenu carrément une vie sabbatique. Donc, on a complètement changé de mode de vie, les gens sont devenus des véritables nomades. Est-ce que toi, pour ta part, tu t'es senti un jour concerné par cet appel de faire de ta vie un voyage permanent? Non, pas encore. Et puis je ne sais pas si ça viendra ou pas un jour, mais en fait, j'ai la chance, par mon métier de guide, de faire vivre les expériences que j'ai pu vivre à travers mes différents voyages. Et j'essaye avec les clients de leur faire ressentir ça, que ce soit en France ou à l'étranger. Et j'espère que ça réussit à chaque fois, parce qu'ils ont souvent le sourire quand ils en parlent. Un voyage que tu ne pourrais pas partager d'une façon ou d'une autre serait un voyage inutile, à ton avis? Oui, clairement. C'est indispensable. En fait, faire de la route, c'est bien. Et pour moi, c'est important, c'est de voir les autres, d'échanger avec les autres personnes et surtout de pouvoir retransmettre ce que j'ai pu vivre en fait.
Alors, c'est une liaison parfaite que tu m'offres en parlant de transmission, parce que tu évoquais tout à l'heure que tu étais photographe, mais tu es également auteur, parce que tu as écrit un premier ouvrage qu'on avait présenté il y a quelques mois, et aujourd'hui, tu t'apprêtes à lancer un nouveau. Tu peux nous le présenter? Oui. Du coup, c'est un petit livre qui prend toutes les plus belles photos du voyage, et c'est un peu un carnet de bord avec tout ce que j'ai pu vivre, les galères, les moments forts aussi dedans. Et ça permet de partager, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent malheureusement pas voyager, que ce soit par des soucis financiers ou de santé. Mais le but, c'est qu'avec ce livre-là, ils se disent « Ok, je vois ça », et puis surtout que ça donne des idées aux autres. C'est ça, c'est ça. Donner des envies aux passionnés de voyage comme vous êtes, tous, de pouvoir vous élancer, de découvrir de nouvelles contrées. Et bien sûr, souvent, de faire tomber des peurs qui n'ont pas lieu d'être. On dit, ah ben non, c'est un peu loin, c'est pas forcément pour moi. Et ben si, c'est pour vous justement, parce que c'est juste une histoire d'organisation, de volonté, d'envie. Et quand l'envie et l'intérêt sont là, ça fait tomber beaucoup de barrières. Donc merci beaucoup pour cette belle démonstration. Merci Colin. Peut-être, on avons quelques questions dans le public, si vous voulez avoir des précisions de la part de notre ami Gwen. Salut Gwen. Comment tu calcules ton budget en fait? Est-ce qu'en fait tu calcules genre pendant 4 mois, ça va faire autant de jours, je considère avoir besoin, mais je passe 50 € par jour. Comment tu calcules en fait le budget quel budget tu as mis peut-être, je ne sais pas, pour ce genre de voyage? Donc, pour l'Europe, en gros, j'ai essayé d'aller chercher le coût des hôtels, même si j'y vais très peu. Ça me permet d'avoir une idée du prix de l'essence. En Norvège, il a fallu que je paye un peu plus de 2 € le litre d'essence. Et après, pour la Géorgie, c'est le repas. En fait. C'est un peu l'expérience. Et je me dis, j'essaye de partir donc 60 jours à 50 € par jour. Ça me donne une idée à peu près. Et surtout, j'essaye de garder un budget de réserve au cas où il m'arrive un problème mécanique en fait. Et justement, d'ailleurs, quel est ton budget tu réserves pour la mécanique? J'essaye d'avoir 1 500 € de côté pour ça en fait. Parce que là, par exemple, après, quand je suis sorti de la Géorgie, j'ai mon roulement de roue arrière qui a cassé. Et en Turquie, avec ma carte verte, je suis assuré. Ils ne prenaient qu'une partie en charge du déplacement, de la dépanneuse. Il a fallu que je complète. Et ça m'a bien aidé à ce moment-là. D'accord. Donc en fait, tu prévois entre guillemets que j'ai un coupon, c'est 20 € par jour pour l'hôtel. Et tu prévois en fonction d'un budget, mettons, de 20 € aussi, mettons, pour l'essence par jour. Oui, c'est ça. Et après, j'essaye de ne pas rouler tous les jours non plus. Parce que qui dit rouler dit consommation d'essence, usure des pneus et fatigue de la moto. Donc, c'est une chose où je dis, je préfère rester plusieurs jours au même endroit et essayer d'aller me balader à pied pour voir et découvrir différemment, faire des photos aussi. Oui, faire des rencontres. Oui, tout à fait. Je vous remercie de votre attention, de votre présence. Faites attention au coup de soleil. Merci. Merci.